le fait que je dise ce que je suis en train de dire, j'ai eu une saison blanche pendant une pige, quoi. Et à partir de là, c'est fini, c'est plus des combattants, c'est des terroristes. Sur ce qui est du Hamas, déjà, il faut savoir que c'est une création israélienne, hein. C'est une création de Tsahal. Et il n'y a que comme ça qu'en fait, qu'ils ont été tous entendus. On va pas refaire une deuxième Algérie française, quand même. Évidemment que ça va sortir une bombe humaine. Voilà. Aujourd'hui, où on en est, en France, pays des droits de l'homme, il arrive un moment donné où ça va péter, mais vraiment. Et j'espère que ça va péter de la cave au grenier, quoi. Dazi, Slimane, 64 ans, comédien, acteur. Ma vie a commencé à Cachan et c'est là où je grandis, dans une petite ville ouvrière, tu vois, une ville de banlieue proche, puisque je suis à 1,5 km de la porte d'Orléans. Et c'est là où j'ai tous mes potes. Alors j'habitais à la Cité Bleue. J'ai d'abord habité à la Plaine, ensuite on est monté à la Cité Bleue, toujours à Cachan. En face Bagneux, carrefour des 3 communes, Bagneux, Bourg-la-Reine, Cachan. Et là, je grandis là, et c'est là où je fais mes armes au football en bas de chez moi. Je tape mes frères et puis mes copains pour qu'ils restent, même quand c'est la tombée de la nuit. Les devoirs, non, le devoir, il est sur le terrain. J'étais un dingue, j'étais un grand malade de foot, et fallait qu'on joue, fallait que je joue au ballon. Voilà, j'avais besoin de ça, et ça a été, euh, ça a été ma passion et l'histoire de ma vie jusqu'à, mais fort, hein, fort, jusqu'à 15-16 piges, quoi, tu vois. Au point où j'avais aucune libido pour les gonzesses. C'est vers 17 piges où ça a commencé, là. Voilà. Ouais, on grandit dans une... Enfin, je grandis dans une ville et dans un environnement ouvrier, modeste, mais en même temps hyper solidaire. C'est la génération du Parti communiste où il faisait entre 28 et 30% à l'époque. Et ça, c'est les années 70, on va dire, avec le fameux Georges Marchais, Krasuki et j'en passe. Et moi, j'ai le souvenir d'une solidarité ouvrière, d'une solidarité d'enfants d'ouvriers, où ça se fightait, c'était frontal. Tu te faisais insulter de bougnoul ou de rital, et puis mais c'était frontal. Et puis le dimanche, quand on jouait au ballon, les darons, ils se voyaient parce qu'ils allaient sur les mêmes chantiers, ou ils allaient dans les mêmes usines travailler. Ils prenaient leur gamin, ils disaient, bah aujourd'hui, toi, c'est toi qui vas lui faire la passe. Aujourd'hui, Mouloud, c'est toi qui vas faire la passe à Gino ou à Alfonso, et puis vice-versa. C'était ça. Parce que nous, on allait dans les mêmes clubs sportifs, on allait dans les mêmes écoles. Nos darons, ils travaillaient quasiment tous à 90% dans plus ou moins les mêmes... C'était de la classe ouvrière, donc sur les mêmes chantiers, ou dans les mêmes usines, ou dans les mêmes ateliers, voire des mécanos. Et puis les daronnes, c'était elles qui fédéraient un petit peu cette communion qu'il y avait entre les familles. Voilà, c'était des échanges de... Ça fait un peu macho ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. C'est-à-dire que les mamans, les femmes en tout cas, elles faisaient de la bonne tortor, et puis elles s'échangeaient. Entre guillemets, elles se tiraient la bourre plus ou moins entre elles. Il dit, ah, tiens, tu vas goûter mon couscous ou mon tagine ou mon ce que tu veux, et puis tu vas goûter mes pâtes, tiens, ça c'est une spécialité de là, des Pouilles, ou de Naples, et voilà. Ça, moi j'ai grandi là-dedans, et c'est pour ça que j'ai le bec fin et que je suis un épicurien de ouf, quoi. J'adore la bonne becte, et je serai jamais skinny comme toi, quoi. Jamais. J'aime trop la bouffe, quoi. Ah, j'aime trop la bouffe. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a nui aussi dans ma petite carrière de footballeur. Parce que j'aimais vraiment bien manger, quoi, tu vois. J'ai jamais été gros,
Mais j'ai toujours été un peu enrobé, quoi. Un peu comme Messi, voilà. Comme Diego, je dirais. Ben Arfa. Quel joueur, on l'a oublié. Voilà un phénomène. C'est vrai. Non, mais ne me parlez pas de Ben Arfa, c'est... Quelle tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Quelle tristesse, putain. Oh, ce joueur-là, il partait de ses 6 mètres et il driblait toute l'équipe. T'as l'impression qu'il pouvait faire un aller, un retour et repartir et aller cloquer encore. Bon, on n'en était pas là. À l'époque, tu sais, on allait au cinéma le jour, et puis il y avait des séances d'arrêt-essai. Et les séances d'arrêt-essai, c'était le mercredi soir ou le mercredi, parce que c'était le lendemain qu'on avait congé, nous. C'était le jeudi. C'était la semaine des 4 jeudis, c'était pas la semaine des mercredis. Il n'y avait pas de mercredi à l'époque, c'était le jeudi. Donc, j'allais aux séances d'arrêt-essai, et j'ai découvert comme ça le cinéma indépendant américain de Cassavetes, d'abord pour commencer. Puis ensuite, bien évidemment, son fils spirituel, Jarmusch, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. Arigato. Et puis, Cimino, Coppola, bien sûr. Mais surtout, moi, celui qui m'a marqué cinématographiquement en tant que cinéaste aux États-Unis, il était les deux. Moi, je suis algéro-français, lui, il était italo-américain, et il s'appelle Sergio Leone. Ouais, Sergio Leone, c'est le cinéma de Sergio Leone. Il m'a définitivement dit que j'aurais peut-être un jour ma place dans le cinéma. Bah ouais, parce que c'est le premier pour moi, vraiment le tout premier que j'ai vu, en tout cas moi, euh, filmer des gueules. Pas des, pas des beaux gosses, pas des gueules. Voilà. Filmer des gueules. S'intéresser à des gueules. Des gueules où il y a des faciès, des visages qui peuvent te raconter 10 histoires. Sur un seul faciès. L'atmosphère dans les années 70, alors moi je te dis très sincèrement, l'atmosphère dans les années 70, c'était, il y avait encore quelque chose de chez les rebelles, parce qu'on les appelait les combattants quand même, hein, plus que des terroristes. Tu vois, par exemple de l'Action Directe, ou les Brigades Rouges, ou les gars de la Sala, les gars de l'IRA. Il y avait quelque chose de presque glamour dans les, comment dirais-je, chez certains médias. Ils l'écrivaient comme ça un petit peu, parce que ils leur trouvaient de réelles circonstances atténuantes. Voilà. L'IRA, pourquoi? Ils leur trouvaient des circonstances atténuantes. La Sala, pourquoi? Ils leur trouvaient des circonstances atténuantes. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'OLP. Et là, bing, il y a un truc qui commence à bugger, quoi. Il y a quelque chose qui bug, quoi. On touche à un point où c'est tabou d'y toucher, quoi. Voilà. On touche à un point où c'est tabou d'y toucher. L'État d'Israël a été créé en 1948, et le premier coup d'éclat que font les Palestiniens en tant que peuple autonome, en tant que peuple qui est colonisé, qui est sous apartheid depuis 1948. Donc il y a déjà eu une Nakba, et il y a déjà eu des accords qui n'ont pas été acceptés en 67 par l'État hébreu, alors que il y avait eu toute une commission autour des Nations Unies qui disait que voilà, il fallait trouver un terrain d'entente pour que on puisse on puisse créer, on va dire, un État double. Deux peuples peuvent vivre en commun. Et l'État hébreu n'a jamais voulu, quoi. Ça n'a jamais. Et comment ils ont jamais voulu, c'est que à chaque fois, ils ont trouvé un moyen de. À l'époque, il y avait l'OLP, mais il y avait aussi le FPLP de Georges Habash. Et à chaque fois, ils trouvaient un moyen de couper l'herbe sous le pied à l'OLP, qui était quand même le parti très fort de Yasser Arafat,
Et le premier donc coup d'éclat qui se passe, c'est en 72 à Munich, quand il y a un groupe de commandos palestiniens qui va buter des sportifs israéliens. Voilà. À partir de là, je pense très très sincèrement, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va bouger dans les années... Parce qu'on est en 72, hein, tu vois. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à tous les groupuscules de combattants indépendants qui sont contre l'ultracapitalisme, l'impérialisme, etc. Pour citer Action Directe, les Brigades Rouges, et puis d'autres hein, en Amérique du Sud, hein, il y en a eu aussi. Hein. Et à partir de là, c'est fini, c'est plus des combattants, c'est des terroristes. Et à partir, vraiment, c'est à partir de comment dirais-je, cette tuerie qu'il y a eu à Munich, à partir de là, on a une presse qui est tenue, je dirais, par les couilles et qui ne peut pas parler, qui ne peut pas trouver de circonstances atténuantes à tel ou tel acte de combattant. Ils vont dire c'est du terrorisme, ils vont dire passer par les armes, par la violence, c'est même pas la peine. Le seul problème, c'est que pour en arriver là, il a fallu qu'il y ait beaucoup, beaucoup de violence qui a été subie par ces mêmes personnes qui comment dirais-je, qui les ont amenés à devenir quelque part, parce que ils sont au pied du mur, puisqu'on ne les entend pas par la parole, puisqu'on ne les entend pas par les actes qu'ils font quand ils font des actes de militantisme politique, juste verbal, ou par écrit, ou par intellectuellement, ils passent à l'action. Et ils passent aux armes. Et il n'y a que comme ça qu'en fait, qu'ils ont été tous entendus. Alors, ils se sont fait bien évidemment tous, il n'y en a pas un qui en ressort. La preuve, c'est que Georges Ibrahim Abdallah, il est encore en prison, il est toujours pas sorti, tu vois. Ça fait 40 ans, quoi. Tu vois, la peine, elle était, par contumace, je crois, c'est 30 ans. Ça fait 40 ans. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, les années 70, pour moi, c'est le départ de l'échec de ce qu'on appelle la révolution des libertaires, les révolutions sexuelles, la révolution intellectuelle, la démocratie. Pour moi, c'est un immense échec et c'est l'ouverture à l'impérialisme, au capitalisme à outrance et à ceux qui ont de l'oseille et qui marchent sur les petites gens. Voilà, ça c'est les années 70 et je dirais qu'on s'y est lourdement enfoncé. Pour continuer après les années 70, on a Mitterrand qui arrive, c'est l'espoir. Et Mitterrand, il tue la gauche, quoi. Il tue la classe ouvrière avec sa réunification et son soi-disant ça rose à la bouche là, bouche en cœur, et il vient et je vais reprendre l'expression de l'autre, mais ouais, il nous met une quenelle phénoménale qui se retirera pas et qu'on prend encore aujourd'hui, quoi. Et il nous a vraiment, vraiment, vraiment tué toute la classe ouvrière, la société, ces sociétés où les petites gens avaient leur espace, avaient leur place, où ils pouvaient avoir, comment dirais-je, foi en la politique, parce qu'ils étaient représentés par des personnes dignes de ce nom et qui les défendaient. Alors, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais peu importe. Moi, je vais te prendre juste le cas de quand j'étais adolescent. Dans les villes communistes, les jeunes, ils allaient au ski. Ils allaient peut-être pas à Morzine ou machin, mais tu sais où ils allaient? Ils allaient en Yougoslavie. Ils allaient, ouais, l'été, tu sais où ils allaient? Ils allaient à Cuba.
et puis ils allaient en Croatie, ils allaient, à part que ça s'appelait pas la Croatie, ça s'appelait la Yougoslavie à l'époque, mais ils faisaient des échanges, il y avait plein d'échanges, et on s'occupait on s'intéressait à cette classe. J'en parle longuement parce que je crois que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, tu as plein de gens que moi j'ai connus qui étaient des cocos et des gauchos de la première heure et qui ont viré FAF, qui ont viré FN, tu vois. Parce que y en a qui se sont servis de ça, ils se sont servis du populisme, ils ont fait un discours populiste et ils ont récupéré tout ce que la gauche mitterrandiste a étouffé, tout ce que elle l'a complètement tué. Donc ces gens-là, aujourd'hui, c'est... Moi, je fais partie des miraculés pour toi. Enfin, moi, les personnes comme nous, on fait partie des miraculés. On est encore là parce que on a eu le choix entre... il y a eu... quand Mitterrand il arrive, il y a eu quand même... faut savoir que c'est pas quand Mitterrand il arrive, mais c'est un petit peu avant. Mais bon, ça a continué après. On a eu la création des ghettos parce que toutes les portes se sont fermées à partir du moment où la cam est arrivée en masse, la cam sale est arrivée en masse dans les quartiers, parce qu'elle existait aussi dans les villes et dans les villages, même dans les zones rurales, tu vois. Mais en dehors du fait que dans les zones rurales, ceux qui y touchaient, ils allaient chercher leur cam, ils revenaient chez eux, et c'était très secret. Dans les cités, c'était devenu ensuite un vrai système D, une économie parallèle. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé les ghettos. Puis ensuite, les grands frangins qui sont tous partis de la cam, du sida, d'hépatite, etc., ou alors d'overdose, ceux-là, ils sont partis, il y en a encore qui partent encore aujourd'hui, tu vois, malheureusement. Et puis, la génération qui est venue après, 10 ans après, eux, ce qu'ils se sont dit, nous, la cam, on va pas la prendre pour se la fixer. On va la prendre pour la vente. Ça va être notre fonds de commerce. Et c'est comme ça qu'on a créé les ghettos. Et c'est comme ça que les ghettos ont été créés. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de trouver des solutions, vous voulez faire du business, vous allez le faire entre vous. Vous allez vous entretuer entre vous. Vous allez vous démerder. Et tu regardes ce qui se passe un petit peu dans quasiment toutes les grosses villes, dans les quartiers à zone dure, tu regardes, c'est exactement comme ça que ça s'est passé depuis la fin des années 80. Il n'y a jamais un politique, jamais un politique, je dirais pas qui a essayé de faire quelque chose, mais ne serait-ce que d'en parler. Et c'est en cela que je dis, vraiment, Mitterrand, ça a été le cancer de la classe ouvrière. Définitivement. Sur ce qui est du Hamas, déjà, il faut savoir que c'est une création israélienne. C'est une création de Tsahal. Voilà, c'est comme on appelle ça, c'est stratégique, parce que ça a toujours été ça. Mais pour en revenir à tout ça, je dirais que à chaque fois que le peuple palestinien, les dirigeants politiques palestiniens ont essayé de trouver une solution, face à eux, ils ont trouvé un mur. C'était un problème. C'est-à-dire que tu proposes une solution et en face, on te dit c'est un problème. Ça a toujours été ça. Il arrive à un moment donné où, c'est-à-dire que bien avant le Hamas, il y a eu des intifadas de partout. Et s'il y avait eu des armes, il n'y aurait pas eu des intifadas, il faut le dire la vérité. Il y aurait pas eu ça n'aurait pas été avec des frondes ou des lance-pierres. Mais ça aurait été avec des armes, évidemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première à s'être fait sauter dans un bus, c'est une femme. C'est dans les années 70. C'est pas le Hamas. On est d'accord. Donc, il arrive un moment donné où, pour en arriver là, c'est qu'il y a eu tellement d'injustice, pour pas dire d'horreur, contre le peuple palestinien,
parce qu'il faut pas oublier, on parle d'Israël et puis de faire comment dirais-je, un compromis, mais il faut pas oublier quand même que c'est une ingérence. ايش ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Nasifiyata. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافة رياضة موجودة لسبب واحد. الناس بتوجد حياة لنفسها. La Palestine existait, les Palestiniens existaient, ils étaient chez eux. Il arrive un moment donné où, quand tu viens et tu pourris une terre, tu pourris les gens qui vivent là, mais faut pas t'étonner que ça va te sortir une bombe humaine. Ça va pas, non? Évidemment que ça va sortir une bombe humaine. Que ça s'appelle le Hamas ou que ça s'appelle autre chose. C'est une évidence. Et pour moi, franchement, c'est une légitimité de continuer de combattre. Le Palestinien ne sortira jamais de Palestine. Jamais. Parce qu'il sait très bien que s'il en sort, regarde où on en est aujourd'hui. Dès qu'on les sort, on les pousse un petit peu, on va prendre le Liban, et puis on va prendre la Syrie, et puis demain on va prendre l'Algérie. Ça fait un peu beaucoup. L'histoire du Grand Israël, c'est pas une utopie, quoi. Donc voilà, alors, c'est qui les terroristes là-dedans, en vrai? Le Hamas ou l'État sioniste? Moi, je vais te dire clairement, pour moi, l'État terroriste, c'est l'État israélien. C'est un État terroriste. Voilà, ça c'est mon point de vue, mon opinion. Tu viens, tu voles la terre, tu violes comment dirais-je, le droit de vie des gens, de toutes les personnes, et puis tu les expatries. C'est ni plus ni moins qu'un acte terroriste. Je suis sincèrement désolé. Tu les butes, tu crames leur maison, tu crames leur culture, tu veux les faire disparaître. C'est génocidaire, ça. Hein. Moi, je vais être clair, net et précis. Sans la reconnaissance d'un État palestinien, je ne reconnaîtrai jamais un État israélien. Jamais. Jamais. On est en train de vivre, ça parle de entre 50 et 60 000, entre guillemets officiellement par les médias mainstream, mais quand tu déblayes, s'il n'y en a pas 4 ou 5 fois plus, je me fous le doigt jusqu'au coude dans l'œil. Hein. C'est une boucherie sans nom, quoi, tu vois, c'est... Ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas ce qu'attendent les comment dirais-je, les nations fortes. Ce qu'ils attendent, on le sait, ce qu'ils attendent, c'est que... The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Je pense qu'il va y avoir des vagues. Je pense qu'il va y avoir des vagues violentes, de très grande violence. Il faut qu'on arrive à trouver un point qui va faire que ça va s'arrêter, ces massacres, et qu'on va trouver une solution au peuple et à la terre palestinienne. C'est obligatoire. Il faut qu'on le trouve. Et je ne sais pas quoi te dire de plus. Là, c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de 7 octobre. Pour moi, le 7 octobre, c'est la continuité de 76 ans de violation des droits des Palestiniens. 76 ans. On va pas refaire une deuxième Algérie française, quand même. C'est un truc de fou. 76 ans. Là, on a en direct
En direct, on a les massacres en direct sur tous les smartphones du monde. Aucun média, à 90% ici en France, il n'y a pas un média mainstream qui met une première page. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. En dehors de l'humanité, pardon. C'est un peuple qui mange depuis la nuit des temps et je trouve que c'est incroyable que le fait d'en parler et que, tu vois, on soit là, putain, dans un petit clandé, une petite pièce clandée, non, mais c'est hallucinant, tu vois, mais je trouve que la jeunesse française, heureusement qu'elle est là, quoi, heureusement qu'elle existe, parce que c'est ça la France aujourd'hui, et ça fait flipper. Moi, tu sais quoi, la jeunesse française, pour moi, celle qui a, et on va parler crûment, qui a des couilles, elle est en face de moi, là. C'est ça, pour moi, la jeunesse française. Voilà. Pour moi, celle qui me fait kiffer, c'est celle-là. Voilà. C'est celle qui, voilà, apprend de briques et de broc et elle monte et avec ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le cœur, avec ses convictions, avec sa passion, avec son savoir, sa culture, comment elle a appris, et elle crée du lien. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, sans faire de violon, c'est un vrai acte de résistance ce que vous faites. C'est super important. Et c'est ça que doit faire la jeunesse française pour dire non à des petits des roitelets qui nous gouvernent et qui nous coupent l'herbe sous le pied, qui nous interdisent de mettre un pied devant l'autre, qui nous interdisent de respirer, qui nous interdisent de nous exprimer, parce que c'est là où on en est, hein, tu vois. Et ils sont en train de créer des castes et ils sont en train de vraiment nous mettre au placard, quoi. Et faut pas lâcher, les gars. Faut pas lâcher. Vivre de ta passion en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, quel que soit théâtre, cinéma, ce que tu veux. Chanteur, interprète, compositeur, auteur, ce que tu veux. C'est une évidence que quand tu décides tu gagnes ta vie en tant qu'artiste, c'est une évidence pour moi que c'est comme le sang qui coule dans mes veines qui fait que voilà, je suis organique, tu vois ce que je veux dire. C'est une évidence que c'est un acte politique. C'est évident que je vais parler de toutes les injustices et surtout des horreurs quand elles se passent dans le monde. Et il arrive un moment où c'est pas se soulever, c'est juste dire les choses, parce que ne pas les dire, c'est c'est pas moi qui le dis, mais c'est une forme de complicité, quoi. C'est se fermer les yeux, c'est rentrer dans un carcan de petits fonctionnaires carriéristes qui fait attention à son parcours d'acteur ou de réalisateur ou de cinéaste ou de compositeur. Et qui fait surtout attention à son compte en banque. Et à partir de là, on n'est que dans une histoire d'ego et qu'on arrête de me parler d'artiste. T'es qu'un putain de mec qui est un pro-impérialiste de ce système de merde, de ce système qui nous coupe la chic sous le pied, qui nous interdit de parler, de nous exprimer. Tu vois, regarde, la plus belle des métaphores, franchement, c'est là où je suis face à vous, quoi. Dans cet endroit, dans ce lieu. Ça répond à ta question à 200%, tu vois. Tu prends une photo, là, comme ça, c'est un truc de fou. Tu vois, ça répond à ta question, quoi. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, où on en est, en France, pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, on est dans une cave avec des jeunes qui ont pris leur couille à leur cul, avec des petits moyens, et qui me font cette interview.
Parce que, au grand jour, on peut aller au Niouf, quoi. Merci la démocratie, hein. Super. Non, et voilà, et je trouve que, en dehors de quelques vraies âmes pures, pour citer juste quelques noms, Éric Cantona, Rachida Brakni, Blanche Gardin, après le reste, ça pète un petit peu, tu vois, ça proute. T'entends personne. T'entends personne. Personne. Il y a toujours, ouais, mais il y a ce 7 octobre qui revient tout le temps, tu vois. Tout le temps. Et là, à un moment donné où j'ai envie de dire, mais putain, mais ça a commencé en 1948, le 7 octobre. Vous êtes sérieux, là, ou quoi? Tu vois? Et aujourd'hui, Macron... Mais de toute façon, on parle de Macron, et on sait tous pertinemment que ce mec, c'est un pion, quoi. Ce mec, c'est un pion. C'est pas possible que ce mec, il puisse encore avoir pignon sur rue avec les propos qu'il tient. Que ce soit pour la classe ouvrière, pour parler des gilets jaunes, parce que c'est important d'en reparler, parce que tu vois, c'est bien de parler de l'étranger, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais il y a des gens qui crèvent la dalle en France, merde. Des jeunes, de plus en plus de jeunes, qui crèvent de froid l'hiver, parce qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'ils ne peuvent pas se loger. C'est terrible ce qui se passe. C'est pas possible, tu vois, il arrive un moment donné où ça va péter, mais vraiment. Et j'espère que ça va péter de la cave au grenier, quoi. Il faut que ça pète, quoi. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Il arrive un moment donné où les mots, c'est bullshit, quoi. Merde, non, faut tout faire péter, quoi. C'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Les gens, ils ne peuvent plus continuer comme ça. Je vais pas parler de mon cas, mais juste à mon petit niveau à moi, le fait que je dise ce que je suis en train de dire, j'ai eu une saison blanche pendant une pige, quoi. Si je travaille pas un petit peu à l'étranger, je becte pas. Mais bon, je suis pas à plaindre, tu vois, je reste un privilégié, moi, tu vois ce que je veux dire? Je reste un privilégié parce que, si je travaille plus dans le cinéma, je retrousse les manches et puis je vais aller faire un chantier, ou je vais aller faire la ventouse, ou je vais conduire, tu vois, je vais être livreur, et puis voilà. C'est pas très grave. Mais putain, jamais je fermerai ma gueule, quoi, par rapport à tout, par rapport à l'injustice qui se passe ici en France, comme celle qu'il y a à l'étranger. Je veux pas, c'est pas possible, je peux pas fermer ma gueule. Sinon, Enfin, ma place, elle est aussi de dire aux jeunes, de vous dire, ma place, elle est aussi de dire, les gars, moi, je suis un vieux con aujourd'hui. Je lâche pas. J'espère que les paroles que je suis en train de dire, c'est pas des paroles dans le vent ou c'est juste des paroles qui vont être écrites. Ouais, il avait dit ça, Slimane Dazi, tu vois. On s'en fiche de ça. Non, il faut que ça fasse des résonances, des réelles résonances. C'est important, c'est super important. C'est important, quoi. Il faut qu'on se bouge, quoi. Il faut que les liens ils se tissent. Il faut qu'on se bouge et il faut qu'on fasse sauter un petit peu ce qui est en train de se passer, quoi. Il faut qu'on les mette. Faut qu'on les mette dehors, ces tortionnaires, ces dictateurs. C'est des dictateurs, des vrais dictateurs. S'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas d'espoir. Et si la jeunesse, elle n'a plus d'espoir, il n'y a pas de jeunesse. C'est mort.